Et si le monde miniature de Rhodes, le géant se cachant derrière le titre de Dieu Soleil, était une représentation cachée du véritable monde de One Piece? Avec cette théorie, vous allez découvrir à quel point ce nouveau chapitre 1129 raconterait à demi-mot l'histoire passée, présente et future de One Piece. Luffy de son côté montre également l'ampleur incroyable qu'ont pris ses pouvoirs depuis l'évêque de Nika. On découvrira alors comment et pourquoi il a autant évolué en si peu de temps. Une bonne review comme on les aime se profile. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette analyse du chapitre 1129. À votre tour, dites-moi en commentaire combien sur 10 vous notez ce chapitre, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé ou détesté. Je suis tout oui et curieux de lire vos avis. C'est l'heure de décortiquer ce chapitre et de griller de la théorie, monsieur dame, alors préparez-vous car ça va commencer après un court placement de produit. Merci à tous et à tout de suite. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais vous présenter le jeu d'action militaire épique par excellence, War Thunder. Vous savez ce qui est bien, ce qui est très bien même, c'est qu'en plus d'être disponible sur PlayStation, Xbox, PC et Mac, il est gratuit sur toutes ces plateformes. Alors projetez-vous dans des combats intenses à bord d'avions, d'hélicoptères mais aussi de chars et de navires contre d'autres joueurs dans des maps du monde entier et dans une immersion absolue même dans le gameplay. Vos engins n'auront pas de barre de vie, non mes amis, chacun des dégâts que vous infligez à vos adversaires se traduira par un effet plus réaliste. Touchez le réservoir de carburant d'un avion et il prendra feu et tous ces impacts peuvent être visualisés avec un mode rayon X. Dance of Dragons est enfin disponible. Et non, ce n'est pas une référence à Momonosuke et Kaido sur Onigashima qui étaient de vraies machines de guerre, mais bien au nom de la nouvelle mise à jour de War Thunder. La gamme complète des navires de combat français est désormais disponible en jeu, mais les autres pays ne sont pas en reste. Et découvrez le Hades Thunderbolt 2 et le bombardier tactique F-111 américain. Alors téléchargez War Thunder gratuitement en utilisant le lien dans la description. Tous nouveaux joueurs et anciens joueurs n'ayant pas joué à War Thunder pendant plus de 6 mois recevront des bonus spéciaux. Louez le P40E1 et le char M4 pour une semaine et débloquez des camos gratuites et uniques. Une décoration spéciale Aigle de la Vaillance, 100 000 Cyber Lion, 3 véhicules premium gratuits, une semaine de compte premium et encore beaucoup de cadeaux. Alors n'attendez plus et entrez dans la bataille avec War Thunder. Alors commençons par résumer rapidement et grossièrement ce chapitre. Le Dieu Soleil n'était non pas une femme comme je le pensais, mais un homme, et c'est un géant plutôt connu puisqu'il s'agit de Rhodes, le navigateur du nouvel équipage des géants formé par Airudin. Qu'est-ce qu'il fout là? Eh bien nous apprenons que c'est Mugen, son corbeau qui a ramené le Sunny à Rhodes après que l'équipage ait traversé la brume du sommeil, les ayant plongés dans un profond sommeil du coup, effectivement. Rhodes semble être un collectionneur, un adorateur de figurines et une sorte de passionné du modélisme. La récupération du Sunny et de son crew était donc l'occasion pour lui de les intégrer dans son diorama, mais pas seulement. Nous apprenons que Rhodes n'apprécie pas tant que ça Luffy. En tant que membre de l'équipage des géants d'Airudin, il était contre l'idée d'être le subordonné de Luffy quand Airudin lui a pris la décision sans lui demander. Alors que les Mugiwara tentent toujours d'échapper à Rhodes sur le dos d'Iskat, Nami lui assène son plus puissant Raite avec Zeus, Usopp explose la vitre avec son herbe explosive et Luffy, en utilisant le Gear Force que d'un seul bras, détruit le mur de leur prison pour découvrir ce que nous verrons que dans le prochain chapitre. En vérité, ce chapitre est très simple et le personnage de Rhodes n'est pas des plus passionnants à analyser, mais quand même on peut tirer certaines choses de son apparition et du rôle qu'il a en ce début d'arc. Alors déjà, qui est Rhodes? Comme je le disais, c'est le navigateur du nouvel équipage des géants formé par Airudin qui était à l'époque mercenaire pour la Baggy Deliveries. Il est apparu pour la première fois sur la cover du chapitre 898, mais sa première mention remonte au chapitre 866 dans exactement la même case mentionnant la naissance de Loki au château. On pouvait lire la naissance de Rhodes et Goldberg au village. Donc ces trois-là ont le même âge, ce qui est intéressant parce qu'ils risquent plus que n'importe qui d'autre de se connaître. En tout cas, c'est évidemment le cas pour Goldberg. En effet, Goldberg est le cuistot du nouvel équipage des géants. Il a donc navigué avec Rhodes et sont probablement de très bons amis. On peut s'attendre à le voir apparaître dans très peu de temps, peut-être même dès le prochain chapitre. La question que l'on peut se poser est pourquoi Rhodes n'aime pas Luffy? Pourquoi n'a-t-il pas voulu se lier aux humains? Eh bien, ça a l'air d'être un problème assez général qu'il a avec les humains. Il a l'air de les considérer comme faibles, très loin de la magnificence des guerriers d'Elbaf. C'est pourquoi il les collectionne dans son temple, c'est pourquoi il se fait passer pour une divinité à leurs yeux. Il méprise les humains, tout simplement. Autant vous dire que quand Luffy va sauver son pays, ou même quand il va découvrir qu'il est le vrai dieu Soleil Nika, il va très vite changer d'avis. Maintenant, si on se demande pourquoi il méprise les humains, comme d'habitude, il y a 400 000 raisons. Une fierté des géants d'Elbaf, un traumatisme suite à l'héritage de l'histoire de Big Mom, qui, bien qu'elle ne soit pas à proprement une humaine, vu sa taille, n'était pas non plus de la race des géants d'Elbaf, donc peut-être considérée comme
comme une humaine finalement parmi eux, tout simplement du dégoût envers eux après avoir été méprisé et craint par les humains à cause de sa taille. Bref, les raisons peuvent être vraiment multiples et variées. Où se trouve Hayruddin du coup? Eh bien ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le Boog depuis Dressrosa. En vrai, on se posait beaucoup de questions pendant l'arc d'Egghead. Va-t-il arriver aux côtés de Dory et de Broggy? Est-il parti pour une autre mission avec son équipage? Eh bien du coup je pense qu'on a notre réponse, non, leur navigateur est ici, alors Hayruddin ne peut normalement pas prendre la mer sans lui. Merci à tous, hein, bonne journée à vous, c'était Goji Analyse, le plus pertinent des youtubeurs One Piece. Enchanté. Après, il est aussi possible que Rod soit finalement plus dans l'équipage des géants, que le conflit avec Hayruddin et le fait qu'il ait contesté sa décision de devenir membre de la flotte de Luffy ait fait une sorte de Dory et Broggy bis, puisque tous les malentendus entre géants d'Elbaf se règlent au combat. Ils se sont battus pour le commandement de l'équipage des nouveaux géants et donc Rod a perdu, n'est pas mort, hein, mais s'est retrouvé isolé dans ce château. C'est une possibilité à ne pas exclure, ça prouverait également qu'il n'est pas méchant mais simplement séparé, mis de côté du reste de son équipage. Alors finalement, sont-ils là actuellement sur Elbaf? Vu la réaction de Luffy à la fin, je dirais évidemment que oui. De plus, Rod s'étonnait de voir les Mugiwara ici alors que normalement, il devrait être avec l'autre équipage des géants guerriers. Preuve ici qu'il avait l'info que Dory et Broggy et les autres géants étaient partis pour Elbaf. Et je vous rappelle que ces derniers étaient sur Elbaf quelque temps plus tôt, aux côtés de Shanks. Donc Hayruddin et son équipage doivent se trouver sur Elbaf, ce qui signifie que le groupe de Luffy également. La réaction de ce dernier lorsqu'il détruit le mur pourrait justement être la découverte du panorama d'Elbaf avec le vrai Yggdrasil, le château royal, le village, etc. Bref, il sortirait peut-être en hauteur et aurait une vue vraiment immense sur toute l'île. Truc de fou. Trop beau en plus, c'est sûr. Ou alors, un peu plus simplement, Luffy aurait vu à la fin du chapitre l'équipage d'Hayruddin pour la première fois intervenant dans une assemblée de géants pendant qu'ils débattaient sur l'avenir de leur pays. Et ça, c'est un vrai truc pour le coup. Dans la culture scandinave, on retrouve les signes d'anciennes assemblées démocratiques pour régler des problèmes différents de façon pacifiste et pas donc de se décapiter ou de se frapper la gueule. Merci Vinland Saga pour ce savoir. Allez lire ce putain de chef-d'œuvre, par pitié, vous ne le regretterez pas. Donc, il est tout à fait possible qu'Oda s'inspire de la culture nordique pour mettre en avant ces assemblées si importantes pour la gestion de leur pays et leur communauté, et peut-être que c'est ce qu'on va découvrir dans le prochain chapitre. En tout cas, s'ils sont dans un bâtiment style palais royal, alors il se pourrait que ce soit une référence au Gladsheim, le plus grand bâtiment de la mythologie nordique, là où les dieux jugent les mortels et décident de leur entrer dans le Valhalla ou non. Surtout que l'on apprend dans ce chapitre que la pièce où se trouve le monde miniature était une prison pour géants, placée ici avant ou après avoir été jugé, et que Rod se prend pour une divinité jugeant les humains, les mortels, qui y sont enfermés. Oda pourrait totalement faire référence à un bâtiment si spécial dans les mythes nordiques, ça ne serait pas du tout étonnant. Alors attendez quand même parce qu'on a encore quelques petits trucs à dire, hein. C'est pas la fin non plus. Par contre, vous pouvez liker cette vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est très important pour la suite et ce qui va arriver sur la chaîne, donc n'hésitez pas. Voilà, je voudrais maintenant vous parler de la zone de somnolence ou la brume de somnolence, peu importe sa traduction. C'est donc en passant à travers cet endroit que les Mugiwara et les géants se sont retrouvés complètement endormis, les laissant à la merci du moindre ennemi. Premier degré, j'ai été assez étonné que de tels endroits puissent exister sur Grand Line, car malheureusement, et bien que ce soit un manga de pirates, finalement la plupart des aventures ne se passent pas en mer en fait. Et plus le temps passe, plus nous avons la faculté à sous-estimer les dangers de Grand Line qui étaient censés être absolument terribles, pourtant. Franchement, à part le tourbillon dans lequel était prise Bonnie, ça fait des années qu'on n'a pas eu une vraie catastrophe naturelle sur Grand Line qui te donne l'impression que c'est vraiment chaud de naviguer dessus. D'ailleurs, gros défaut de One Piece, ça selon moi, c'est vraiment dommage de ne sentir aucune conséquence à naviguer dans le nouveau monde alors que à Skip c'était limite impossible. Bref, pour le coup, bonne nouvelle, un événement maritime qu'on ne connaissait pas fait son apparition et c'est apparemment un brouillard capable d'endormir n'importe qui. En vrai, j'ai encore un petit peu envie de râler parce que je trouve ça assez fou que tout le monde soit tombé dedans, on dirait un vieux piège de César Clown, littéralement, sauf que maintenant Luffy est un empereur. Alors ça m'a fait penser aux commentaires que je recevais pendant ma théorie sur la possible capture de Luffy sur Egghead par la marine et le gouvernement. L'un des principaux contre-arguments que je recevais était que les Mugiwara sont désormais un équipage d'empereur, Luffy ne se fera plus capturer aussi facilement qu'avant. Et pour le coup, oui, c'est très cohérent dit comme ça, c'est pertinent, on ne peut pas dire le contraire, c'est pas du tout une bêtise, les empereurs ne sont pas censés être facilement capturables. Pourtant, dans ce chapitre, on découvre que c'est littéralement une brume qui fait dormir qui les a tous mis en danger. Alors bon, ça va, c'est Rod.
hein, c'est le petit Rodounet, le bon vieux Rod, le géant sympatoche qui fait du cosplay dans sa chambre, ça va. Mais si les Mugiwara étaient tombés sur Teach, hein, bah ouais les gars, moi je préfère que le fils se fasse capturer pendant une bataille contre le gouvernement plutôt qu'après avoir sniffé de la buée qui fait dodo. Enfin voilà, malgré tout, j'aime me dire que Grand Line puisse toujours être dangereux et je souhaite vraiment que ce soit plus récurrent, même si on arrive sur la fin du voyage. Peut-être qu'avec un peu de chance, waouh, imaginez, on aura même une vraie bataille navale. Mais bon, n'en demandons pas trop non plus. Ça reste quand même qu'un manga de pirates, hein, faut pas déconner. Bon, attendez, je digresse là, parce que je voulais vraiment vous parler du principe même de cette brume là. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais au chapitre 1120, nous avons eu la révélation que Clover était Indi, et que son vrai nom était Clayum. En tout cas, comme d'hab, ça peut changer suivant les traductions, mais en recherchant le nom japonais, on tombait sur la mythologie irlandaise, et pour faire simple, le nom de Clover représentait l'épée de lumière, qui est l'un des trésors légendaires d'une race divine. Eh bien, le hasard fait plutôt bien les choses, puisque le scénario de la brume mystérieuse qui transporte les héros dans une île fabuleuse se retrouve précisément dans le même mythe irlandais d'où est inspiré le nom de Clover. En effet, pour atteindre le Tir na nog, on peut voyager en mer à travers une brume. Le Tir na nog est appelé la Terre de la Jeunesse, puisque c'est un royaume surnaturel où personne ne vieillit, puisque le temps y est arrêté. C'est beau, hein, c'est fou, hein. C'est vrai que ça peut faire penser à ce qu'ont vécu les Mugiwara, puisqu'en passant à travers une brume, ils se sont finalement réveillés dans un lieu où les habitants vieillissent bien moins rapidement que les humains normaux. Eh bien, sachez que c'est pas tout, il y a quand même d'autres similitudes assez rigolotes. Le Tir na nog est en réalité la terre du peuple guerrier divin des Tuatha Dé Danann, le même peuple que je citais dans ma review du chapitre 1120, et qui possède en trésor sacré la fameuse épée de lumière faisant référence au nom de Clover. On dit que sur cette terre se trouvait un arbre central immense, et bah tiens c'est marrant, comme sur Elbaf avec l'Yggdrasil, l'arbre monde au centre du pays. Donc il est bien possible qu'Oda croise les mythes nordiques d'Elbaf avec les mythes celtiques irlandais, et que l'île des géants soit l'équivalent de cette terre sacrée, Tir na nog. Voilà, c'était la petite partie mythologie de notre monde. Maintenant parlons de la mythologie du monde de One Piece. Allons droit à l'essentiel, ce chapitre-là ne vous donne-t-il pas l'impression que ce monde miniature est le miroir du véritable monde de One Piece? C'est en voyant les humains paniquer à la première page que je me suis fait cette réflexion. Il y a des flammes dans le ciel, ce pays va tomber en ruine, c'est la fin du monde. Ce sentiment d'apocalypse, qui n'en est en réalité pas du tout un, puisqu'il n'y a rien de très sérieux, les Mugiwara essayent juste de s'échapper, c'est tout. Pourtant, en lisant ce chapitre avec un chouïa plus de sérieux et de profondeur, on peut se rendre compte que oui, ces événements sont le miroir du vrai monde de dehors, et que les phrases sont quasiment toutes dotées d'un double sens exceptionnel qui vous le feront voir d'un œil totalement différent. Peut-être que ça ne vous parle pas forcément, alors je vais révéler tous les moments qui m'ont poussé à faire cette théorie, tous les sous-entendus qui, je pense, sont annonciateurs de vrais désastres ou révélateurs d'un mal déjà existant. Les humains s'écrient « Il y a des flammes dans le ciel, ce pays va tomber en ruine, c'est la fin du monde ». Les flammes dans le ciel viennent de l'utilisation d'une arme antique qui a fait tomber le feu sur un pays qui a été exterminé et qui a déclenché la fin du monde en augmentant le niveau de la mer de 1 mètre. Cet événement est alors l'utilisation de Mother Flame par Imu, combiné avec son arme antique, comme l'a expliqué Vegapunk, signifiant que le monde allait de nouveau être détruit par le déluge. Usopp dit de Rod que pour un dieu, il ressemble à un démon. Parfaite description d'Imu, du Gorosei et des Tenryubito en général, qui sont les dieux attitrés de One Piece, au point où le Gorosei lui-même porte le nom de dieu guerrier. Pourtant, leur véritable apparence est tout autre. À l'opposé de leur titre, ce sont de véritables démons, autant dans l'apparence que dans le vice. Ce monde est peuplé de multiples dieux animaux différents, comme le dieu lapin, le dieu hérisson, le dieu chat même. Nina m'a fait remarquer très justement que ça pourrait être une référence aux multiples dieux animaux existants déjà dans le monde de One Piece, comme les dieux serpents de Shandora ou encore le dieu de la montagne de Wano Kuni. Rod dit que ces pantins de chair lui appartiennent dans ce monde minimaliste, que ces êtres faibles se battent contre leur destin, subissant leur propre faiblesse d'humain, que leur échec provoque aussi leur évolution. Encore une fois, j'y vois les mots du Gorosei traitant les humains comme de vulgaires insectes, incapables de se dresser contre eux. Le destin est un thème omniprésent dans One Piece auquel personne ne peut échapper, et les défaites ont toujours servi à l'évolution des protagonistes. Usopp et Nami parlent de catastrophes naturelles telles que les séismes, les inondations et les tempêtes, et que personne n'en est responsable puisqu'il en va bien de la nature. Nami cherchait évidemment à minimiser l'utilisation de ce Raitei un peu plus loin. Toutefois, l'apocalypse est prévu dans One Piece avec des séismes comme partout dans le monde récemment suite à la destruction de Lulu
Lulusia, des inondations avec le déluge provoqué suite à l'utilisation des armes antiques, et seules les tempêtes sont des phénomènes naturels encore inconnus dans One Piece, ou en tout cas pour l'instant. Le dieu soleil finit par être foudroyé par Nami dans une scène impressionnante. Est-ce qu'il s'agirait là de la mort de Joy Boy, le vrai dieu soleil dont Luffy a hérité des pouvoirs? Il serait mort foudroyé ou plutôt détruit par, encore une fois, l'utilisation d'une arme antique, la même qui aurait détruit Lulusia, un faisceau d'énergie tombant du ciel et qui aurait, dans sa puissance maximale, tué le dieu soleil. Le chapitre se clôt par la destruction du mur par Luffy, offrant la liberté à son équipage. Le seul mur aujourd'hui connu qui peut représenter un obstacle à la liberté est Red Line. La liberté finale accordée à l'humanité entière serait alors la destruction de ce continent rouge et le pays où règnent les dieux, Marie-Joise. Vous l'aurez compris, Oda a véritablement recréé son monde fictif dans un autre monde fictif, et ça, c'est du bon mindfuck comme on les aime. Si ces messages me paraissent les plus clairs d'entre tous, j'ai mis certains éléments de côté car un peu moins évidents, je voulais toutefois vous en faire profiter. Le géant s'appelle Road, qui signifie route en français. La route serait justement la métaphore de toute l'aventure, de tout ce que nous avons appris sur la route de tous les périls, qui est Grand Line. À la fin de la route du diorama se trouve un immense arbre l'Yggdrasil. À la fin de la route de Grand Line, sur Laftel ou même sur Lodestar, se trouverait alors un immense arbre similaire qui pourrait être le fameux arbre d'Adam ou encore l'arbre mythique aux fruits du démon. Rod dit que les plans ne dévoilent pas tous les secrets de ce royaume. Encore une fois, dans l'optique où ce monde est un miroir du monde de One Piece, peut-être que ça signifie que les poneglyphes, censés révéler tous les secrets de l'ancien royaume, ne révèlent finalement pas tous les secrets de l'ancien royaume et que certaines choses ne pourront être racontées que par Imu par exemple, qui était présente il y a de cela 800 ans. Rod représente un faux dieu du soleil n'ayant ni l'attitude ni la volonté de Nika. Avant que Luffy n'obtienne le Gomu Gomu no Mi, un autre usurpateur voulait devenir Nika, comme Imu par exemple, pour utiliser les pouvoirs du dieu soleil et obtenir le véritable One Piece qu'aucun autre n'a réussi à avoir depuis la disparition de Joy Boy. Pour finir, Usopp détruit une partie du monde miniature en utilisant son herbe explosive en forme de tête de mort. Ici, encore une fois, ça serait un écho à l'usage de la bombe atomique, peut-être de Mother Flame ou autre, qui a fracturé le ciel dans son explosion. Voilà, normalement je vous ai parlé de tout. J'espère que cette partie théorique vous aura touché et que j'aurai réussi surtout à vous faire comprendre là où je voulais en venir. Mais oui, si tout paraît bizarre, si ce monde est incompréhensible, c'est peut-être parce qu'Oda a fait exprès de représenter des choses que nous connaissons et des choses qui nous sont encore inconnues dans une seconde lecture un petit peu plus discrète. J'ai un dernier sujet à analyser qui n'a rien à voir avec celui-ci, mais qui parle des Mugiwara, plus précisément de Luffy. Vous l'avez sûrement remarqué, mais depuis 2 chapitres maintenant, les principaux traits des Mugiwara sont étonnamment beaucoup mis en avant. Par exemple, le côté de Nami qui analyse une carte, qui la mémorise, c'est quelque chose que nous avons assez rarement eu, alors que pourtant c'est sa spécialité avant même la navigation. Il y a aussi Chopper qui, grâce à son origine animale, est capable de communiquer avec des animaux, chose qu'il a refait pour la première fois depuis longtemps dans le dernier chapitre en traduisant ce que disait le chat Iscat. Également, et on en a beaucoup parlé la semaine dernière, la bravoure d'Usopp a été un sujet remis sur le tapis par Luffy dans le dernier chapitre, mais également ici, en lui faisant détruire une partie du miroir pour qu'il s'échappe. En parlant de Luffy, leur bourreau est un faux dieu soleil, ayant entravé la liberté de plusieurs humains, alors que notre héros, lui, est l'exact opposé. Il manque donc Zoro et Sanji. Sanji a cependant déjà cuisiné le dieu lapin, donc à nouveau utilisé l'un des principaux traits de sa personnalité, la cuisine. Il ne manque vraiment que Zoro qui devrait faire ces trucs de Zoro, c'est-à-dire de se perdre, chose qu'il n'a étonnamment pas encore fait, ou même de démontrer l'un de ses talents d'épéiste que nous n'avons peut-être plus trop l'habitude de voir. Ouais, là je sais que c'est très flou, désolé, mais en tout cas vous voyez l'idée globale. Les Mugiwara semble revenir un petit peu aux sources. Par contre, s'il y a bien une chose que je n'ai pas encore relevée et pourtant qui le mérite amplement, c'est les nouvelles utilisations des gears de Luffy. Vous l'avez déjà remarqué il y a de ça 2 chapitres, quand le Monster Trio a attaqué Iscat en combo, Luffy a réussi à utiliser le Gear Force sur une seule et unique partie de son corps. Il l'a refait aujourd'hui et encore une fois, ce n'est pas une erreur, il n'a plus besoin d'utiliser le Bandman dans son intégralité pour profiter de sa puissance. Déjà, si je dois parler de puissance, justement, rendez-vous compte à quel point Luffy est exceptionnellement fort dans cette page finale. Il brise le mur d'une pièce censée pouvoir contenir des géants. En fait, Luffy a carrément déployé un coup de poing plus puissant que celui d'un géant d'Elbaf. C'est phénoménal à quel point les derniers combats qu'il a pu mener face à Kaido et le Gorosei ont transformé sa puissance, l'ont décuplé. Et pourtant, son switch aussi facile entre les gears, eh bien ce n'est là qu'un énorme power-up caché que Luffy a subi sans même qu'on s'en rende compte. Je suis persuadé de l'avoir
l'avoir déjà théorisé quelque part par le passé, mais ce que Luffy est en train de faire avec ses gears n'est possible que grâce à l'éveil de son fruit du démon. Il n'est plus un paramécia, et non les potes, Luffy est un Zoan, et comme tout Zoan, Luffy a plusieurs formes. Le Gear Force était en réalité l'une des formes animales du Ito Itonomi Model Nika. Sa forme la plus pure et véritable vient du Gear 5 lorsqu'il revêt l'apparence du dieu soleil. Chopper peut facilement switcher entre les formes, Yamato peut également switcher facilement entre les formes, il en est de même pour tous les Zoan. Maintenant que la vraie nature de son fruit du démon s'est éveillée, Luffy va enfin pouvoir lui aussi changer ses formes facilement, sans en faire tout un rituel comme il le faisait avec le Gear Force. Ce Gear tel qu'on le connaissait, inspiré des formes animales du singe ou du serpent, n'aura plus jamais la même place au sein des combats de Luffy, car désormais il pourra utiliser la puissance de ses formes en un seul instant, juste pour une seule et unique attaque. Tout a changé depuis son éveil, car il peut faire tout ce qu'il veut, c'est littéralement la description de Nika par le Gorosei, il se bat selon son envie, de la façon qu'il désire. Et tout ça ne fait que commencer, Luffy se familiarise à peine avec son fruit du démon en réalité. Ce n'est qu'après des années d'entraînement que Chopper a réussi à changer les formes de son Zoan sans utiliser de Rumble Ball. Luffy sera capable de nombreux autres changements dans le futur. Le Gear 5 deviendra à terme une transformation qu'il pourra utiliser en un clin d'œil pour aussitôt revenir à sa forme normale, et ça commence même déjà maintenant puisqu'il se transforme de plus en plus vite, de plus en plus rapidement. Alors la prochaine fois que vous verrez Luffy utiliser ses gears aussi facilement et switcher entre eux, n'oubliez pas qu'il est juste en train d'expérimenter la plus grande particularité de son Zoan, changer de forme pour s'adapter à tous les combats. J'adore ce personnage, c'est vraiment impossible de s'ennuyer avec Luffy, impossible. Eh bien, avant de se quitter, on va se faire un très court courrier de Goji en répondant à vos petites questions posées sur Twitter, c'est Tibar. L'intérêt des 3 derniers chapitres, c'est quoi? Pourquoi ne pas montrer Elbaf tout simplement? Parce que, mon ref, c'est comme tout. Oda met un contexte, il met en place une petite problématique qui risque de devenir plus ou moins grande et récurrente dans le futur de l'arc, et avec du recul, on va se dire, ah ouais, putain, quand même, les premiers chapitres de l'arc étaient intéressants, quoi. Ils nous apportaient des choses. Moi, je comprends là la frustration que tu ressens, parce que moi aussi, même si j'adore les nouveaux arcs et les découvertes, etc., j'avoue que ces 3 derniers chapitres, on n'a pas trop l'impression de beaucoup avancer. C'est un peu frustrant. Mais il faut jamais juger l'histoire sur le moment présent, jamais, parce qu'on ne se rend pas encore compte de l'importance de chaque chapitre et de ses déclarations. Je comprends que ce soit frustrant, hein, mais comme d'hab, soyez patient, dans moins d'1 an, vous pourrez râler autant que vous voulez, et moi aussi d'ailleurs. Pourquoi Rod n'est-il pas d'accord sur le fait de rejoindre la flotte de Luffy? Eh bien, comme je le disais, il a vraiment une fierté de géant, hein. Ceux qu'on a rencontrés jusqu'alors étaient quand même très friendly, avec les humains en général, mais les guerriers pure souche d'Elbaf sont assez différents là-dessus apparemment, ou en tout cas la nouvelle génération. Mais vous savez quoi, moi en fait j'aime bien. Rod en lui-même ne m'intéresse pas du tout, mais j'aime bien qu'un membre de l'équipage ayant rejoint la flotte de Luffy se rebelle et ne veuille simplement pas en fait. Pour le coup, même si ça va forcément changer et Rod va s'adoucir et reconnaître Luffy, ça lui donne un caractère assez humain, c'est ironique. Bien qu'il veuille suivre Hirudin jusqu'au bout, il n'est pas obligé d'être d'accord avec lui pour tout. Finalement, ça fait écho à Luffy et Usopp sur Water 7, suite à un désaccord concernant le cœur même de l'équipage, ils se sont battus et séparés. Donc même si on n'est pas encore sûr des raisons de ce désaccord, la piste que ce soit juste une question d'honneur et de fierté est totalement valable, oui. Hello, je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression que depuis le début de l'arc, Nami prend beaucoup d'initiatives, que ce soit dans les combats, les dialogues, ce qu'elle ne faisait rarement avant. Du coup, est-ce que tu penses que Oda veut mettre à niveau tout l'équipage? Je suis d'accord et ça rejoint pas mal ce que je disais plus tôt avec la mise en avant des particularités de chacun dans ces derniers chapitres. Surtout qu'avec la présence du groupe originel des 5 premiers Mugiwara, on revient au fondement même de l'équipage. Moi, comme je vous l'ai dit, ça ne peut qu'annoncer une nouvelle ellipse. D'ailleurs, on en parle très bientôt, j'ai quasiment fini d'écrire cette théorie. Et puis, Nami a toujours été une leaduse de l'équipage, peut-être même plus que Luffy en réalité. En tant que navigatrice, le sort de ses compagnons dépend d'elle, c'est leur phare. Elle a le rôle le plus important de l'équipage avec le capitaine, tout en ayant le sens des objectifs. Malgré son côté froussard, Nami est l'une des plus courageuses de l'équipage. Elle a beau ne pas avoir la force ou les capacités de certains de ces monstres avec qui elle prend la mer, elle n'abandonne jamais et trouve toujours des solutions à tout. Donc oui, ce serait bien qu'Oda mette à niveau tout l'équipage, vraiment, et je pense que ce sera le cas, mais d'un autre côté, Nami est tellement importante que ce rôle de meneuse lui va à merveille, surtout dans des lieux qui leur sont inconnus. Et bien voilà les bros, nous arrivons à la fin de cette review. C'était pas facile. Merci à tous de l'avoir regardé, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, hein, quand même. Soon, on se refait des lives sur Twitch, vous inquiétez pas. Ça nous manque de ouf avec Nina et on pense à vous beaucoup, donc n'hésitez pas à follow le Twitch histoire de pas louper les futurs lives. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo et à vous abonner. Merci à vous tous. Prenez soin de vous et de vos proches. Peace les bros.